Et 11h48, nous allons rendre hommage à celui qui nous a quittés dimanche dernier, que l'on surnommait l'Africain, qui bien sûr a marqué l'histoire du sport mécanique moto-auto et du Paris-Dakar. Il était âgé de 68 ans, Hubert Auriol est parti, il nous a quittés. Et mon Pierre, on a voulu lui rendre hommage ce matin, tous les deux, et donc on a appelé notre ami Saroul, notre ami vintage mécanique, notre ami turbo, François Alain qui est avec nous. Salut mon François. Hello les amis. Comment tu vas le journaliste préféré auto des Français hein? Ça va. Là ce matin c'est un peu la pagaille dans Paris parce qu'il neige, donc la plupart des automobilistes ne savent pas conduire. Dès qu'il y a 3 flocons de neige, ils sont perdus. Mais à part ça, tout va bien. Alors, surtout que ça commence à tomber là. Excuse-moi Pierre de couper. Là, ça commence à tomber. Normandie, ça a déjà tombé. Paris, région parisienne, ça commence à tenir. Soyez prudents, restez à la maison s'il le faut. Hein. C'est important. Dis-moi François, en plein Dakar comme ça, la perte d'Hubert Auriol, c'est quand même dur à encaisser, quoi. Oui, moi je fais partie de ceux qui étaient des fans absolus, c'est-à-dire que je l'ai croisé 3-4 fois, mais c'est pas quelqu'un que je connaissais en particulier, mais je fais partie de cette génération pour qui c'était une idole, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui d'abord humainement était, moi les quelques fois où je l'ai croisé, c'est quelqu'un de très très agréable et très sympathique, mais surtout c'était quelqu'un qui a une carrière très variée, ce que moi j'adore les gens qui ont fait des choses très variées, et surtout c'est quelqu'un qui, outre le fait qu'il a commencé par être champion d'enduro au tout début des années 80, ensuite il s'est lancé dans les premiers Dakar avec toute la famille Sabine et tous ces gens-là qui ont créé le vrai premier Dakar originel. Ensuite, il a été victorieux 2 fois en moto. C'est le premier. Et en voiture. Moto et voiture, ça qui est dingue. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est le premier qui a été à la fois vainqueur du Dakar en moto, puis en auto. Ouais. Alors il y a eu Peter Hansel, il y en a eu d'autres, mais c'était le premier. Ensuite, il a été le patron du Dakar pendant 10 saisons, 9 saisons, 10 saisons. Donc c'est assez exceptionnel. Et il a fait plein de trucs. Il a fait évidemment tous les rallyes, Atlas, Pharaon, tous ces trucs-là, évidemment. Il a eu pas mal d'écuries différentes. Et puis il y a évidemment ce qui nous a tous marqué, cette arrivée du Paris-Dakar en 87 avec le duel avec son frère de compétition, Cyril Neveu. Cette arrivée à l'avant-dernière étape du Dakar, moi j'étais devant la télé, j'avais 20 ans en 87, je pleurais devant la télé. Ouais. Quand j'ai vu Auriol arriver avec les 2 chevilles cassées, etc., là, on laisse tomber, je dirais, la partie complète, même si en plus, il était en tête et que théoriquement, il aurait dû gagner le Dakar 87. Mais on a tellement mal pour lui à travers l'écran que c'est une leçon de courage, c'est une leçon humaine, c'est tout à la fois. On a retrouvé la voix, c'était en 81, je sais pas si tu te souviens de ce Paris-Dakar 81, où il s'était fait mettre hors course. Écoute, il le raconte. Pour une bêtise, il le raconte. Quand j'ai été mis hors course en 80, c'était un peu l'humiliation. C'était une erreur de jeunesse, mais en fait, ça m'a beaucoup servi par la suite. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? J'avais bêtement mis ma moto dans un taxi brousse, en liaison en plus, qui était quand même d'une stupidité rare. Mais la sanction était normale. Je veux dire, Thierry a appliqué le règlement, il m'a mis hors course. Et l'année d'après, j'ai gagné avec BM. C'était ma première victoire. Et là, c'était une espèce de soulagement et une revanche sur ce que moi je considérais comme un mauvais sort. Et il parle de Thierry Sabine, évidemment. Bien sûr. C'est toute cette époque-là, en plus. C'est l'anniversaire aussi du décès de Sabine. C'est ça. Il y aura Balavoine bientôt. Balavoine, tout ça tombe au même moment. C'est pendant le Dakar, mais c'est cette génération d'hommes et de femmes. Il faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes qui ont fait et qui font le Dakar et qui ont été des grandes championnes, des grandes concurrentes. Donc cette aventure humaine extraordinaire. Il y a des détracteurs sur le Dakar, mais on peut en parler là, on peut faire 2 émissions rien que pour parler de ça. Je pense que c'est des gens comme Hubert Auriol, c'est des gens qui ont marqué leur époque parce que ils ont su faire des tas de choses très variées. Peu de gens se souviennent que par exemple, il a ensuite fait un raid en avion à hélice. Il a rebattu le record du monde du tour du monde, en avion à hélice pour refaire l'exploit de Howard Hughes, avec notamment Pescarolo et 2 autres compères. Et donc ils ont aujourd'hui toujours, ils l'ont fait, je crois, justement en 80, je sais plus, fin des années 80, ils ont toujours ce record du monde du tour du monde en avion à hélice que Howard Hughes avait fait à la fin des années 30. Voilà, c'est un vrai aventurier, c'est quelqu'un qui a fait des tas de choses. Ensuite il a écrit ses mémoires, il a fait plein de trucs intéressants aussi dans lesquels on peut se baigner, se régaler de toutes ces aventures humaines. Et voilà, c'est quelqu'un qui symbolise, je dirais vraiment, François, cette époque-là. C'était aussi le moment où le Paris-Dakar était extrêmement populaire. Absolument.
Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Déjà, c'est plus le Paris-Dakar, c'est le Dakar. Beaucoup continuent à l'appeler le Paris-Dakar. Oui. Et à cette époque-là, le Paris-Dakar, c'était tous les jours à la télé, tous les jours à la radio. On en parlait partout. Maintenant, le Dakar... C'est une autre époque, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, Hubert et ses amis avaient fait un espèce de Dakar Revival il y a quelques années, où justement, il fallait refaire des raids comme le Dakar avec des vieilles motos. C'était, je crois, des XT500 qu'ils avaient choisi pour faire cette épopée. Et des Piaggio. Et voilà. Non, mais c'est extra, tu vois. C'était encore l'époque de la débrouille et tout ça. Les premiers mois, quand je regarde les images du premier Dakar, c'est de la bricole. C'était encore des pilotes amateurs qui cassaient leur tirelire. C'est vraiment le cas de le dire. Qui allaient trouver le supermarché du coin pour avoir. C'était des MacGyver, des aventuriers. Ils avaient ça dans la peau. C'est ça qui est génial. J'ai retrouvé des informations sur le fameux Tour du Monde. Ils ont bouclé le Tour du Monde alors il y a 23 852 km à l'époque. C'était en 88 heures et 49 minutes. Ils avaient ainsi battu le record du monde qui aujourd'hui reste imbattu. Absolument. Est-ce qu'il y avait une fibre chez cet homme-là différente de tous ceux que vous croisez aujourd'hui? Est-ce que, alors je vais carrément mettre les pieds dans le plat, la génération de ces aventuriers, de ces hommes et de ces femmes, de cœur, d'aventure, de records, est-ce qu'on retrouve cette fibre dans d'autres personnes aujourd'hui où c'est un peu plus policé et malheureusement on peut plus réaliser ce genre d'exploit? Chez Vintage Mécanique, on la retrouve. Oui, nous c'est très modeste, nous c'est à toute petite échelle. Oui, mais c'est pas grave, les petites échelles font, vous savez ce qu'on dit, des petites rivières pour les grands fleuves. Non, mais c'est une autre époque. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'esprit compétiteur, l'esprit humain, évidemment, heureusement, est toujours là et parfois il est mêlé sur une seule et même personne. Donc heureusement, non mais évidemment, heureusement, mais aujourd'hui les moyens sont différents. C'est beaucoup plus des équipes d'usine, c'est beaucoup plus des gros moyens. Le côté amateur est plus compliqué et je pense qu'effectivement, ça manque un petit peu aujourd'hui, peut-être, des retours à ça. D'ailleurs, le Dakar actuellement, là, pour la première fois, a fait une troisième catégorie qui est le Dakar historique pour refaire revenir justement les premières voitures. Et puis sans mauvaise nostalgie, Pierre, c'est vrai qu'on vibrait, même moi qui suis une nana, alors je suis peut-être pas une nana comme les autres, pareil que mes copains disent que je suis un garçon pas comme les autres, mais c'est pas mal ça. mais pas pour tout. Mais en fait, c'est vrai que ça nous fait vibrer et cet homme, Hubert Auriol, qui a disparu à 68 ans le 10 janvier dernier, je ne veux pas dire que c'est une page qui se tourne, mais on a un peu la sensation, alors vous allez me dire, on a toujours cette sensation, peut-être que la génération d'avant l'avait, la génération d'après l'aura aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui peut lui ressembler dans les... Ouais, c'est difficile parce qu'il y a plein de gens en fait qui sont quand même dans cet esprit-là, mais bon, c'est vrai que il était beau. En plus, c'était un beau gars et voilà. Et moi, je pense aussi à son épouse qui est décédée quelques semaines avant, à ses filles qui sont orphelines et tout. Mais quelle période. Mais voilà, Hubert Auriol, pour moi, ça reste le symbole d'une saga extraordinaire au milieu d'autres compétiteurs, bien sûr. Mais voilà. On va lui souhaiter de pouvoir rouler sur les dunes du paradis et de nous avoir offert tous ces beaux souvenirs et ces beaux moments de sport mécanique et d'humanité. Merci beaucoup François Alain. À bientôt les amis. On compte sur vous. Allez mon Pierrot, dans quelques instants, ce sera bien sûr le retour de l'info et nous on se retrouve à partir du midi. On va commencer avec le coup de gueule d'un maire, le maire de la ville d'Antony dans le 92, qui en a marre de voir que les gens qui achètent des voitures électriques qui n'ont pas de borne de recharge, les pauvres pour se charger, tirent des rallonges même dans les immeubles. C'est ouf et attention, chez ouf. Ça c'est vraiment du scoop, ça roule sur Sud Radio. Vous êtes là où on va faire l'actualité parce que l'État n'a pas tenu les engagements. Ils n'ont pas mis les bornes. Les Français, on leur dit qu'il faut acheter du véhicule électrique, sinon ils pourront pas rouler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui ont acheté des véhicules électriques, mais ils n'ont pas de prise. Comment ils branchent? On tire les rallonges, on les balance par la fenêtre. Il y en a dans les cages d'escalier. Et le coup du maire, parce que ses concitoyens, certains d'entre eux, dépassent les bornes. À tout de suite.